Alors, je vais parler de l'intelligence artificielle et de l'ingénierie ambiante. C'est deux IA, hein, IA au carré, qui occupent une place grandissante, et je ne projetterai rien, mais qui occupent une place grandissante, culturelle, médiatique et fantasmatique. On va leur accorder des vertus messianiques, catastrophistes, mais finalement, ni le mécanisme, ni le catastrophisme ne nous permet de saisir le présent, ce qui se vit au présent. En fait, nous sommes d'ores et déjà après l'intelligence artificielle. Et donc, je voudrais réfléchir avec vous à cet après, réfléchir à l'apprentissage machine, au désapprentissage humain, à cette idée de conversion dont on a parlé ce matin d'un médium dans l'autre, et à cette fameuse ère des possibles et des techno-possibles. Alors, mon axiome de départ, il est simple. Il n'y a pas de monde nouveau, il est artistique et anthropologique. Il n'y a pas de monde nouveau sans capacité à les habiter ici et maintenant. Et finalement, la création artistique, c'est cette opération très originale qui conçoit simultanément l'habitat et une manière d'habiter, la peinture, une manière de voir, la musique, une manière d'entendre, le théâtre, une manière d'agir, la fiction, une manière de vivre, le cinéma, peut-être une manière d'être en mouvement. Donc, ça veut dire que mon temps viendra n'est d'aucun ressort pour la création artistique, même s'il arrive qu'une période soit en retard sur elle-même. Et par exemple, les contemporains de Beethoven, de Stravinsky, de Kandinsky, de Mondrian, même s'ils n'adhéraient pas à la révolution en cours, ils sentaient qu'il y avait quelque chose. D'une certaine façon, dans ces manifestations les plus fortes, l'œuvre d'art existe au futur antérieur parce qu'elle a une prise originale sur son présent. Je donne un exemple. Euh, dans la Florence agitée, meurtrière de 1300, cette Florence aura été celle de l'enfer de Dante. On peut dire que le rêve urbain de Manhattan aura résonné dans la musique de Varese qui avait quitté le vieux monde pour accéder à ce constructivisme des États-Unis. Il y a donc une sorte de contraction unique entre l'esprit du temps et une œuvre qui se fait, l'alliance finalement d'un imaginaire individuel et collectif. Et donc ma première question pour aujourd'hui, c'est quel est le rapport entre l'IA et l'IC, c'est-à-dire entre l'intelligence artificielle et l'imaginaire collectif dont on a besoin. Deuxième question, chaque médium aujourd'hui peut se traduire en un autre. On a beaucoup parlé ce matin, jusque dans les deepfakes vidéo. Alors qu'en est-il du régime des arts et de leurs différences? De certaines façons, les industries culturelles, avec leur coolitude technologique, elles vont professer avec efficacité, avec opportunisme, cette démocratisation des outils, l'optimisation des protocoles par les pratiques, une sorte de sans limite, mais qui est toujours perfectible. Et ça va s'incarner dans une succession d'annonces, dans une succession de désormais, qui relance l'annonce. Alors cette tendance, finalement, va créer, je pense qu'il se caractérise bien ce qu'on voit aujourd'hui, une sorte de casual art. Ça veut dire un art décontracté, pour tous, par tous, qui peut aligner les multiples à la manière de Pollock, à la manière de Mozart, de Kraftwerk, enfin peu importe. Vous voyez tout ça sur les grandes galeries d'art virtuelles, hein, qui mélangent de façon assez prodigieuse le tour de force et le kitsch, ou l'incongru et la norme. Et donc, au cœur de ce casual art, il y a l'idéologie de la convertibilité absolue d'un médium dans un autre. Et souvent d'un médium qu'on ne maîtrise pas dans un autre qui sera tout aussi peu maîtrisé. Par exemple, le prompt to image, le prompt to musique, finalement, c'est une conception très datée qui voulait qu'une réalisation artistique réponde à un énoncé descriptif. La peinture moderne s'est émancipée de la dénotation, de la représentation, ok. La musique s'est émancipée de l'argument, mais peu importe, le casual art va renouer avec une pratique très ancienne au nom d'une raison très forte, plus puissante que tout ce qu'on souhaite, c'est réduire le divers à une équivalence et cet idéal de traductibilité totale. Voilà. Et je pense que ce casual art est appelé à se proliférer. Alors, nous pourrions pourtant faire le pari que cette immense productivité qui est exponentielle, on en a parlé notamment dans ce que disait Nicolas Aubin, va redonner d'autant plus de valeur à ce qui n'est pas complètement convertible, à ce qui comporte une part de non-traductibilité. On a beaucoup parlé ce matin encore de l'horreur de la reproductibilité. Je ne me souviens plus, il y avait une question sur Bach qui disait copier Bach, c'est pas possible. Mais Bach s'est lui-même copié. Par exemple, il a transformé des œuvres profanes en œuvres sacrées. Et puis, vous avez les contemporains de Bach. Et puis, vous avez, par exemple, chez Mozart, évidemment des œuvres géniales, mais vous avez aussi des œuvres totalement conventionnelles qui font partie d'un art rococo décoratif. Je crois qu'on ne peut pas dire, on ne peut surtout pas dire que la reproductibilité est née avec l'IA. Il suffit qu'on traverse des galeries d'art patrimoniales, que vous voyez la statuaire, que vous voyez les intérieurs hollandais, que vous voyez les annonciations par dizaines, par centaines, et on comprend que
au départ, il y a un genre, il y a une typologie, et puis à un moment donné, une aberration, une perspective transformée, quelque chose qui est peut-être un écart d'échelle qui fait qu'une œuvre, ça peut être Fra Angelico, ça peut être Vermeer, pour prendre des exemples fameux, s'extrait du genre auquel il participe. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il faut, d'une certaine façon, l'archive et le déchet pour que l'œuvre puisse émerger. Mais ce qui change avec l'IA, c'est que la reproductibilité n'est plus l'horizon de départ, ce genre de départ, mais c'est un immense delta d'arrivée qui est renforcé par les processus génératifs. D'une certaine façon, on pourrait dire que Magenta, Google et Dali réalisent la fameuse prophétie, mais ils ne pensaient pas dans ce sens-là, de Joseph Beuys contre l'élitisme bourgeois, qui était de dire tout homme est artiste. Voilà, nous n'avons plus que des émetteurs. La grande question va se poser, qui va être récepteur de ces émetteurs? Si chaque récepteur est devenu émission, qui habitera, c'est de nouveau une question un peu anthropologique, qui habitera encore les œuvres accumulées? Si 120 000 nouveaux titres sont distribués chaque jour sur les plateformes de streaming, ou sur les DSP, qui trouvera encore le temps et le désir de les écouter? Sans doute personne, sauf peut-être une IA qui sera capable de détecter ce qui s'accepte d'un genre. Et donc, petit à petit, dans ce règne de l'apprentissage machine, dans ce règne du connexionnisme, des réseaux de neurones profonds, dans cet univers de corrélation sans cause, la créativité humaine va avoir une immense chance de retrouver sa fonction d'antidote, c'est-à-dire sa fonction de désapprentissage. Il ne s'agit plus de copier pour imiter, mais pour désapprendre ce qui existe, pour désapprendre une habitude, pour que simplement cette habitude n'entre pas dans le métier. Vous copiez, vous vous observez vous-même comme une tendance, et ainsi on arrive à identifier un espace de liberté. Désapprendre, cet acte est totalement étranger à l'IA. Ça permet d'arpenter les limites de la reproductivité. Donc c'est cette capacité à interrompre une série, à s'extraire d'un genre, qui est vraiment le fait du désapprentissage, autrement dit de la créativité. Et par exemple, quand on met en scène l'IA aujourd'hui, on serait bien inspiré de désapprendre toute l'affaire du panoptique, de la surveillance, parce qu'en réalité, avec l'IA, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe en douceur, en soumission douce, à notre insu, avec plaisir. Et la figure de la domination visible dans les voies de la machine qui se joue comme une machine a quelque chose aujourd'hui, je dirais, de daté. Voilà. Je voudrais maintenant faire la même opération apprentissage-désapprentissage sur la question du possible et du créatif. Mon point est très simple. On aurait intérêt à chahuter l'idéologie des possibilités infinies de la techno-créativité pour se concentrer sur ce qui fonde un monde artistique qui s'appelle précisément l'impossible, c'est-à-dire ce qu'on ne fait pas, ce qu'on n'utilisera pas. Le Sacre du printemps de Stravinsky est incompatible et impossible dans la hiérarchie instrumentale de la musique romantique. Kafka rend impossible la description psychologique et physique de ses protagonistes. D'ailleurs, il est impossible, par exemple, d'avoir une image de Joseph. Ce sont des sujets qui naissent d'une situation, d'une coercition. On pourrait presque dire que Eyes Wide Shut de Kubrick rend impossible le film naïf sur l'amour naïf, parce que tout ça est sublimé sur la perversité en action. Matrix 1, par sa réussite, rend impossible Matrix 3, mais les réalisateurs ne le savaient pas. Donc, d'une certaine façon, la puissance de l'imagination créative ne peut pas se confondre avec le sans limite des technologies créatives. C'est plutôt de jouer avec l'impossible qu'avec tous les possibles, tout ce qu'on peut faire. Remplaçons cette nuée par la justesse d'une impossibilité. Et là, je ne suis pas très original, je suis très inspiré par la pensée de Bergson dans La pensée et le mouvant, où en fait, il dit tout simplement qu'au fur et à mesure que la réalité se crée, imprévisible et neuve, son image se réfléchit derrière elle. D'une certaine façon, ce possible qu'on évoque, c'est le mirage du présent dans le passé. Et à partir du moment où c'est le mirage du présent dans le passé, il ne faut pas croire trop à l'idéologie du projet, c'est-à-dire j'ai en tête un projet et ensuite on le réalise. C'est plutôt la réalisation qui le rend possible, a posteriori. Alors, maintenant, je vais être dans ma phase volontariste et positive. Que pourrait être l'apport inédit et décisif de l'IA à la créativité? C'est peut-être un compagnonnage humain-machine où un compositeur, par exemple, deviendrait l'auditeur et le filtre de corpus sonore. On a fait cette expérience notamment avec Daniel Guisi autour de la figure de la fabrique des monstres. C'était inspiré par Mary Shelley, donc par Frankenstein. Et donc le compositeur a demandé à ce que la machine fournisse un corpus de leaders contemporains
de Marie Shelley, donc à peu près 1827, du moment où elle a écrit en Suisse le Frankenstein. Et composer, c'est quoi? C'est alors écouter, sélectionner et puis finalement réduire ce qui est apparu. Si l'IA pouvait nous y aider, on aurait en quelque sorte presque un hétéronyme virtuel qui nous ouvre des espaces qu'on va après rendre impossibles ou possibles suivant la faculté créative. Dans le même esprit que pourrait être un apport original de l'IA générative pour les industries culturelles et créatives, un truc un peu plus glorieux que la volonté d'éviter les droits d'auteur. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, lorsqu'on fantasme sur un tube qui serait fabriqué par la machine, la démonstration se fait en 2 temps. Premier temps, je vous annonce les pouvoirs de l'algorithme. Deuxième temps, mais consolez-vous, il y aura toujours la touche humaine pour le rendre intéressant. Et finalement, on peut se dire dans ce cas-là, pourquoi tout ce détour? Il pourrait y avoir un usage plus inventif, plus ingénieux, plus prospectif, qui est simplement de pouvoir sortir de l'assignation culturelle. Aujourd'hui, vous êtes sollicité par ce que vous avez fait dans votre passé récent. Vous avez aimé X, Y, Z, on va vous proposer dans le même genre à peu près la même chose. Pourquoi ne pas viser une recommandation autre par structure entre des genres musicaux ou visuels tout à fait différents, très éloignés, une sorte de playlist intelligente et surprenante. Vous aimez le slam, vous connaissez les polyphonies de Bali, découvrez cette pièce que vous ne connaissez pas, il y aura quelque chose qui va vous attirer. C'est pas simple d'apparier des mondes éloignés, et finalement, ça répondrait à l'adage qui était viscéralement non chrétien de Nietzsche, de Zarathustra, je vous conseille la fuite du prochain et l'amour du lointain. Ce serait cela peut-être une éthique pour après l'intelligence artificielle qui est le goût et la passion du lointain. Et après l'éthique, l'éthique dont j'ai un peu parlé et l'éthique, j'en arrive à cette esthétique. Est-ce qu'il s'agit vraiment, comme je le disais au début, d'habiter un monde réel et le monde artistique, c'était mon axiome de départ, ou plutôt de le hanter? Et là, il faut prêter l'oreille à cette clameur du présent et de la mémoire. Je ne pense pas, dans la présentation de Nicolas, tu n'as pas évoqué l'appel du 18 juin, dans mon souvenir. Voilà, parce que je l'ai écouté en ayant cette mémoire-là. Donc très récemment, l'IRCAM et le journal Le Monde ont reconstitué ce que notre mémoire collective française et même européenne croyait connaître de première source, ce fameux appel 18 juin à Londres où Charles de Gaulle, malgré l'allergie de Churchill, lance cet appel en disant « Je suis la France et la France va exister à travers moi et va résister ». En fait, l'appel qu'on connaît, qui parfois est diffusé à la radio, c'est celui du 22 juin, qui a donc été prononcé après l'armistice, ce qui change tout. Personne ne disposait de l'enregistrement de cette archive iconique. Les seuls qui l'avaient noté, ce n'est pas une blague, ce sont les services secrets suisses. Donc, il y a une version allemande de cet appel 18 juin. Et l'idée du Monde et des historiens, c'était de dire, écoutez, est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on reconstitue ce message initial et qu'ensuite, on le fasse entendre? D'une certaine façon, c'est comme un revenant, mais qui vient pour la première fois. Et le système, c'est que l'IA peut caractériser la voix historique, c'est-à-dire tout ce que De Gaulle a pu dire en 1940 avec sa voix, et ensuite, l'IA fait pareillement une analyse de l'acteur, c'était François Morel, la façon de parler, et donc il peut l'identifier par rapport à d'autres locuteurs. Et ensuite, c'est une sorte de recouvrement, ce qu'a bien expliqué Nicolas Aubin, c'est un recouvrement, vous allez de l'humain à l'humain. Et donc, on entend pour la première fois ce qu'on a entendu depuis toujours. D'une certaine façon, il y aurait là une sorte d'esthétique des revenants. Lorsque l'archive s'accorde au vivant, le temps est littéralement désarticulé, déréglé, dérangé. Il y a une formule très belle qu'on entend dans Hamlet qui est « The time is out of joint ». Ça veut dire le temps est sorti de ses gonds. Hamlet l'avait proclamé à quel moment? Après avoir vu son spectre de père. Du coup, la distinction entre vivant, non-vivant, actuel et inactuel, effectif et virtuel, elle est minée. On pourrait dire c'est être et ne pas être, telle est la condition du spectralisme technologique. Et d'une certaine façon, ce qu'un prince mélancolique du Danemark a déclaré un jour, l'ingénierie actuelle et l'imaginaire actuel le réalisent. Alors voici mes conclusions définitives et provisoires. Il y a, à mon avis, 3 alternatives fortes au regard de l'invasion de la créativité par l'IA. Face à la traduction automatisée d'un médium dans l'autre, cette conversion dont j'ai parlé, la force de l'œuvre collective qui agence plusieurs disciplines, plusieurs manières de faire. Face à l'apprentissage machine intégré dans le casual art à disposition, il faut plutôt guetter le désapprentissage de la créativité qui libère un espace propre. Et enfin, face au productivisme de la marchandise culturelle qui sature tout notre espace vital, une nouvelle façon de hanter les mondes plutôt que de les habiter.
Donc, mon axiome de départ a glissé. Il n'y a pas de monde nouveau sans capacité à les hanter ici et maintenant. Les revenants y parviennent mieux que quiconque en se glissant entre les plis des généalogies. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'il y aura des questions et des oppositions éventuellement. Merci. Merci beaucoup déjà. J'avais une question par rapport à la notion de désapprentissage. Aujourd'hui, on voit énormément, avec le développement de Midjourney, etc., des productions d'images gargantuesques, notamment sur des groupes Facebook, etc., des communautés qui se créent, où il y a vraiment un déferlement constant de nouvelles images, mais où il y a une sorte d'effet de boucle, où il y a une sorte de mixologie des différents items de la pop culture, que ce soit plus ou moins précis, des références de cinéma ou même des références culturelles de pays, etc. À quel point est-ce que ça peut être un danger selon vous, ou pas, d'avoir cet effet de boucle? Comment est-ce qu'on pourrait contourner ça? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis assez darwinien, c'est-à-dire je pense que plus il y en a, plus ça va s'étouffer. De la même façon que quand je disais qu'il y a 120 000 titres qui sont produits sur les DSP, sur les plateformes, espérons qu'il y ait de l'IA derrière. Parce que, bien évidemment, ces titres répondent à du formatage. Et à nouveau, le formatage n'est pas né avec l'informatique. Il précède tout ça. Alors, après, il y a cette abondance, cette espèce de productivisme, de productivité de plus en plus rapide. Donc, à un moment donné, premièrement, on est face à un problème, c'est que plus personne ne va les regarder. Ça, c'était le point qui était de dire, il faut, disons, si on crée des mondes, il faut qu'ils soient habités par plus que la personne qui les fait. Sinon, c'est de l'espéranto, quoi. Et ensuite, plus on va les voir, plus on aura une sorte de saturation et un besoin d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire d'aller voir une forme de raréfaction ou de singularité qui va se retrouver ailleurs, mais qui peut se faire aussi grâce à l'outil. Je suis absolument pro rationalité scientifique et technologie dans un usage intelligent, quoi, critique. Voilà. Après, il y a une prolifération, mais vous avez une prolifération de tout sur tout. À mon avis, ce n'est pas du tout lié à l'IA. On devrait identifier les domaines où le productivisme et la rapidité n'ont aucune valeur. Peut-être que la créativité en est un. Merci beaucoup pour votre très brillante présentation. En fait, derrière, je donne une information, puis je pose la question. Je viens d'apprendre que dans la ribambelle de titres qui sont produits et qui sont distribués dans des plateformes comme Spotify, il y a un travail incroyable de différents types de mafias qui créent avec de l'IA des faux artistes et génèrent les bots pour aller cliquer, pour générer du revenu et créer du blanchiment d'argent. C'est assez vertigineux. Je ne savais pas, j'ai appris récemment, donc ça sera aussi peut-être une couche à analyser, mais j'ai senti surtout s'agiter le spectre de Benjamin dans votre, pas directement, mais vous avez parlé de reproductibilité, donc à ce moment-là, le spectre était là pour moi, et j'aimerais que vous disiez ce que vous pensez de la transformation de l'aura benjaminienne à travers cette machine qui non seulement produit et reproduit, se copie et se distancie elle-même de ses propres copies, si ce mouvement-là comporte un changement de la définition benjaminienne de l'aura de l'objet à l'époque de sa reproductibilité technique. Je pense à une position presque anti-benjaminienne, qui est magnifique. Les thèses sur le concept de l'histoire de 1940 sont géniales, mais il y a quand même cette idée qu'il y aurait eu un moment préservé d'avant la reproductibilité qui a été perdu par tous les outils mécaniques et qu'on ne retrouve pas et qui s'éloigne de nous, etc. Et puis il y a l'ange de l'histoire qui intervient là-dedans. Or, ce que j'essaie de dire, c'est qu'au commencement, il y a la reproductibilité. Elle n'est pas perdue puisque elle était là dès le départ. Enfin, disons, si c'est un paradis perdu, c'est un état qui est toujours là. Et cette reproductibilité, vous la voyez partout. Elle est partout à l'œuvre. Simplement, ce qui distingue notre période de période antérieure, c'est que ce n'est plus un point de départ, mais c'est un état d'arrivée. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Voilà. Il y a aussi une chose que je ne partage pas, mais ça, c'est une question peut-être de tempérament. Je suis plus nietzschéen que benjaminien. C'est qu'il y a une mélancolie quant au présent qui ne nous facilite pas la vie. Et cette idée toujours qu'il y aurait une magie préservée, je trouve qu'il est intéressant, en fait, quand on parle du rapport homme-machine, de voir le machinique en nous. Quand on parle de homme-animal, de voir l'animal en nous. Et de voir qu'on est une machine imparfaite, un animal imparfait, c'est peut-être ça qui donne sapiens. Plutôt que de toujours dire « je crains qu'on tende vers la machine », c'est plutôt de repérer ce qu'il y a déjà de machinique et d'automatique dans nos modes de production. Ça, c'est extrêmement riche. Et puis après, on pourrait inventer un pop art IA où on fait de la reproductibilité le sujet. Enfin, on pourrait, ça existe déjà d'ailleurs.
Ce sera pareil, puisqu'elles vont bientôt disparaître dans le fracas du marché. Donc, ça va devenir aussi un objet trouvé qui a été historique. C'est pour ça que nous sommes après l'IA. C'est la bonne nouvelle du jour, si je peux me permettre. I just thought maybe because of your experience with IRCAM and with working with musicians, how do you see this changing already things in the economic life of a musician? I guess given how we spoke briefly about the distribution channels changing rapidly, do you sense, is there a kind of diagnostic that you can do of the life of the musician today? It's a huge topic because if you speak about music as industrial parts, it exists. You have music all over the world, all over the use, in your car, in your sport. In this way, again, I think the artificial intelligence is fine. It's really great. It's perfect for this. The problem for the musicians, for the composers, for the performers, it's again how to have a single voice into this amount of productivism. And this is, I think it's exactly the same for visual arts or for any kind of arts today. The problem is also that the medium, the platform, as to say, are more and more powerful to push the things. You have also in visual art the power of the curator. That's effective in a way. You can push a product, a human product on the market, and you have the same thing in music. But again, I think you have to take in consideration a large scale of time. The use of the products is short time. You need to make one after the other. Are there some artistical world which will be visited again and again in 10 years, in 20 years, in 30 years, and why? No, I was just wondering, perhaps one good angle into that is this question of who will be the listeners? What will be the world that is inhabited? When I spoke briefly of this question of, I guess, the independent music circuits of the 70s, 80s, etc., they often have, very clear geographical links, sometimes across oceans, but there were a sense of like local communities that fed onto these distribution networks. And with the kind of global quality of distribution nowadays, and if you add the globalism of AI as a generative tool, I just wonder then, what are those worlds? I mean, that's the question that's very hard for me to come to terms with. I guess perhaps there is, in my part at least, a nostalgia for the subcultural quality of some of those distribution networks from which I still got part of my upbringing as an artist. And that's, I think, my biggest fear, the thing to which I see no clear horizon in sight. But you're absolutely right about the globality, because everyone knows everything in the same time. And in a way, it's hard now to find a place different, because there is this huge exchange of everything. But it's not a disaster. I'm not a Benjaminian in this way. It's not a disaster. It's a fact. And from this fact, something else will come out. Because you have to know that it's like a poison and antidote. At a certain time, this productivity is not more able to get the desire. And that's a major topic. Because the market also needs the desire. Yeah, it's complex. C'est simplement que je voudrais rebondir sur une chose, c'est que peut-être cette notion de singularité qui est très importante et dans le cadre aussi de probable, que c'est quelque chose qui est très ancré à la réflexion de Robert Musil, évidemment, mais surtout ce que je trouve qui est intéressant lorsque vous dites que finalement la question on est dans une après-intelligence artificielle, c'est peut-être parce que la réflexion sur l'intelligence artificielle s'est déjà passée. En fait, c'est-à-dire la conception est déjà passée. On est aujourd'hui dans la fabrication des artefacts et l'usage. Donc, la vague est déjà passée. En fait, on est dans une autre chose, peut-être. Je me demande si c'est ça. La vague n'est pas passée encore. Ouais. Donc, on n'est pas obligé d'être schumpeterien, et la vague de destruction-création, peut-être destruction-destruction, n'est pas du tout passée. Je parlais vraiment, je me suis concentré sur IA et créativité. Je pense qu'il faut aussi un jour interroger dans la science, dans l'épistémologie, le connexionnisme, qui est vraiment un sujet super important. Cette idée de corrélation et de vectorisation du monde, mais qui est pour moi sous-cutanée à l'IA. L'IA est extrêmement efficace dans des domaines formidables. Je parlais vraiment de IA et créativité, mais c'est possible que maintenant on est derrière et on sait tous que la philo se lève au crépuscule, etc. La chouette du Minerve s'éveille au crépuscule. Donc, peut-être c'est ça. Quand on parle de la reproductivité benjaminienne ou la transférabilité de l'IA que tu évoques, il s'agit toujours de reproduire ou de transférer des formes.
est-ce que le transfert des formes entraîne une transformation ou un transfert du message? Et j'ai l'impression que ce fantasme, il est déjà présent à la Renaissance dans les grands esprits, même si Léonard de Vinci, quand il fait la Joconde, il invente en même temps l'aéroplane ou la machine volante, c'est la même chose. Ah ben, je suis convaincu, et même on peut voir dans... Alors je pensais plutôt aux églises baroques, notamment à Venise, ou par exemple, ou ailleurs, à Rome, où on peut voir en fait la façon dont chaque discipline se répond. C'est-à-dire que l'architecture se retrouve dans la peinture, qui se retrouve dans la statuaire, et dans l'espace acoustique. Et donc là, en fait, il y a un transfert, en effet, mais ce n'est pas une équivalence complète. Ce que je mettais en cause, c'était cette idée que, voilà, je vais écrire un texte, un prompt, et on va me sortir une musique qui réponde, enfin, c'est une conception très ancienne, qui répondra point à point à ce texte, c'est ça. Donc l'intérêt est plutôt de dire qu'il y a du transfert, pas de conversion totale, mais un transfert et une richesse et de l'intraductible. Il fait partie de cette richesse. Et, pour reprendre une de tes expressions que j'aimerais bien emprunter, qui est l'accent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on emprunte une chose à un autre, on emprunte une langue dans une autre, il y a un accent. Il y a quelque chose qui demeure. Voilà.